C'est l'instant passion. Fnac. Salutations, aujourd'hui on parle de Toilette Bond Hanako-kun chez Pika. Nene Yashiro est une lycéenne de première année fascinée par l'occulte et qui désire ardemment attirer l'attention d'un garçon pour en faire son petit ami. Et pour ce faire, elle décide d'aller invoquer le fantôme Hanako-san des toilettes, qui est censé être le fantôme d'une fille qui s'est suicidée dans les toilettes il y a de cela bien longtemps. Sauf qu'une fois qu'elle invoque le fantôme, elle se rend compte qu'Hanako-san est en réalité un garçon. Et par un concours de circonstances et moult péripéties, Nene se retrouve obligée d'être un peu l'esclave, la servante d'Hanako, et ensemble ils vont vivre plusieurs aventures occultes. Toilette Bond Hanako-kun est un manga frais, drôle et mignon qui met en scène des personnages attachants à mi-chemin entre la tranche de vie, la romance et l'aventure fantastique. En effet, on y verra pas mal d'occultes ainsi que des fantômes et autres monstres issus du folklore japonais. Et même un petit peu de bagarre stylée. Nul doute que les petits comme les grands y trouveront leur intérêt. Ouais. Fnac. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceologie, l'émission durant laquelle vous m'accompagnez durant ma relecture, ma redécouverte du manga One Piece. Et aujourd'hui on reprend après une petite pause bien méritée. Oui. Et au menu aujourd'hui, le dernier arc de la saga S-Blue, l'arc bien nommé Logtown, qui s'étend, si ma mémoire ne me fait pas défaut, du chapitre 96 au chapitre 100. Oui. Mais avant d'en parler, comme d'habitude, petit résumé piqué sur le net, parce qu'on va pas se faire chier pour rien, tu la connais l'histoire. Oui. Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Usopp et Sanji font escale à Logtown, la ville dans laquelle Gold Roger fut exécuté. La ville est connue pour être la dernière étape avant Grand Line, et chacun part s'équiper pour le périple qui s'annonce, excepté Luffy qui préfère visiter le lieu d'exécution du seigneur des pirates. Mais il se fait capturer par Baggy le clown, libéré de ses tourments et maintenant associé à Lady Alvida, qui est devenue mince après avoir bouffé un fruit du démon. Alors que ce dernier s'apprêtait à tuer Luffy, un orage se lève et la foudre frappe, assommant Baggy et libérant notre héros. Quand le colonel Smoker de la marine fait irruption, les pirates décident de fuir. Pour la faire courte, c'est ça l'histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc? Eh bien, j'ai bien aimé, mais je dois avouer que dans un premier temps, je l'ai trouvé un petit peu osef, qui manquait un petit peu d'enjeu, dans le sens où niveau développement de personnage, on se faisait un peu chier, parce que là on était un peu dans une phase un peu qui faisait un peu classique de JRPG, tu sais, t'as une équipe qui arrive dans une grande ville, du coup les personnages se séparent plus ou moins, c'est l'occasion d'explorer un peu la ville, de rencontrer des PNJ qui vont te raconter des anecdotes sur le lore de l'univers, c'est l'occasion d'aller voir des marchands, d'acheter des items, des améliorations, des trucs comme ça. Bon, c'est sympathique, ça fait un peu voyager, mais comme je te le disais, en termes de storytelling et de développement de personnages, bah tu te fais assez vite chier en fait. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose avec cet arc. Donc je me suis dit, tu sais quoi, chef, tu vas prendre une petite pause de quelques temps et tu reliras cet arc plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. Du coup, j'ai un peu changé de point de vue sur cet arc. D'ailleurs, c'est pour ça, ce qui explique en grande partie, cette petite pause de quelques semaines dans les One Pieceologie. Bon, il y a ça, et l'autre explication, c'est aussi que j'avais besoin de temps pour lire autre chose, qu'à un moment, t'as la tête tout le temps dans One Piece, bon, j'ai besoin de lire d'autres mangas pour faire d'autres vidéos, d'autres sujets de vidéos, et aussi pour avoir le temps de produire des One Pieceologie d'avance, histoire de maintenir une certaine régularité dans la parution, parce qu'avant tout, on est là pour parler de passion, mais on est avant tout des suppôts du capitalisme, donc c'est important aussi. Oui. Bref, après quelques semaines de pause et de recul, je me suis mis à relire cet arc, et plus généralement One Piece, qu'en vrai j'étais arrivé un petit peu plus loin que ça, donc j'ai relu là où j'étais arrivé, les 2-3 arcs que j'avais d'avance. Je les ai relus, et il se trouve que j'ai changé de point de vue sur cet arc. Ou plutôt, mon point de vue a évolué sur cet arc. Et non, pour les 3 de QI, ça veut pas dire que je fais un retournement de veste pour faire le suceur de One Piece. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, à un moment donné, quand tu changes d'avis sur une œuvre après avoir relu, c'est plus une preuve de maturité et d'intelligence et de recul, de sagesse même, qu'un retournement de veste. Et puis de toute façon, j'ai pas besoin de me justifier, parce que quelque part, je te pisse à l'arrêt en fait si t'es pas content. Je fais ce que je veux, c'est qu'il bosse au bout d'un moment. Oui, ouais, je t'agresse pour rien là.
Mais c'est parce que... Donc, j'ai relu l'arc dans son intégralité en prenant bien le temps de bien tout lire, de bien assimiler ce qui était dans cet arc, et je me suis rendu compte qu'en réalité, il y avait 2 ou 3 trucs très intéressants dedans. Et on va en parler, oui. Et non, je ne parle pas des foreshadowing cachés, genre oh mon dieu, c'est sabot, ni de la première apparition de Dragon, qui fait juste ici office de teasing et de Deus Ex Machina, qui permet à Luffy et son équipage de se sortir de la merde. Je veux parler du reste, bien entendu. Comme je le disais en début de vidéo, cet arc est le dernier de la saga S-Blue, et ça se ressent, ça se sent tout au long de l'arc qu'on est à la fin d'une ère et au début d'une nouvelle ère. En tout cas, il est annonciateur du début d'une nouvelle ère pour One Piece, où on affrontera des dangers, des obstacles avec des enjeux beaucoup plus élevés que ce qu'on a eu jusqu'à présent dans S-Blue. Ça se sent vraiment dans le ton de l'arc et dans tout ce qu'on nous raconte dans l'arc. Oui. D'ailleurs, si on appelle Locktown la ville où tout a commencé et où tout a fini, ou un truc comme ça, ce n'est pas seulement une référence à l'histoire de Roger, mais aussi une référence aux aventures de Luffy et de son équipage. C'est à Locktown que ses aventures sur S-Blue prennent fin, et c'est à Locktown que ses aventures de vrai pirate commencent. Parce que oui, Luffy est un vrai pirate, dans le sens officiel et accompli du terme, à partir de cet arc, ou pour être plus précis, après les événements d'Arlong. Luffy a conquis S-Blue en vainquant les plus grands pirates de la région. La marine, en lui posant une prime de 30 millions sur la tête, le reconnaît comme un grand pirate. Il est à présent digne de tenter sa chance sur Grand Line. Alors autant tout ce qui est foreshadowing en mode easter egg caché de ci de là dans les planches, je trouve ça au mieux amusant, autant ce genre de double sens dans l'histoire et dans les éléments de l'histoire, ça c'est plus mon kiff. Là j'aime bien, là je dis ah ouais là il y a quelque chose, là c'est bien vu, oui. C'est la première fois que Luffy est directement menacé par la marine. Jusqu'à présent, les marines c'était plus ou moins un running guy qu'autre chose. Ils se faisaient systématiquement victimiser par les pirates. Ou alors c'était des traîtres ou des connards qui se la pètent. Là, pour la première fois, on tombe sur un vrai crack de la marine. Ou même deux, Tashigi et bien évidemment le colonel Smoker. J'adore Smoker, j'adore le design, j'adore l'idée d'un gars qui contrôle la fumée et qui fume plein de gros barreaux de chaise pour se battre. J'adore son espèce de grosse matraque. Bon par contre j'ai une question. Est-ce que le gars il s'appelle Colonel Smoker parce que il a mangé le fruit du fumigène lui donnant le pouvoir de contrôler la fumée? Du coup en fait Colonel Smoker c'est un surnom, genre comme Barbe Blanche, tu vois? Ou alors il s'appelle vraiment Smoker et c'est un putain de hasard s'il a mangé le fruit du fumigène lui donnant le pouvoir de contrôler la fumée. Oui, je sais, c'est une question à la con, mais ça m'obsède, j'ai besoin d'une réponse, oui. Smoker et Tashigi sont, en dehors de Kobe bien sûr, les premiers membres des Marines à être présentés comme étant respectables et a priori justes et bons. Je le redis, jusqu'à présent les Marines, c'était que des trous de balles, et j'aime bien l'idée, l'intention de faire des adversaires de Luffy autre chose que d'immenses trous du cul. Et ça apporte un peu de nuance aux antagonistes, et franchement, ça apporte de la nuance et ça fait du bien. Attention, jusqu'ici, les méchants étaient tous très bien. Bon, à part Don Krieg, que je trouve vraiment éclaté. Mais tous les méchants qu'on a eus n'étaient que des méchants, finalement. Ensuite, niveau développement de personnages, finalement, c'est pas mal non plus. À part en ce qui concerne Usopp, Nami et Sanji, qui se contentent finalement que de faire du shopping. D'ailleurs, Sanji, j'ai toujours du mal avec ce personnage. À ce stade de l'histoire, je me demande toujours, qu'est-ce qu'il fout là? Je trouve qu'il s'intègre pas dans le truc. Je trouve qu'il est un peu osef. Je suis incapable de t'expliquer pourquoi. J'ai du mal avec Sanji. Oui. Mais bref, là on se focus surtout sur Luffy et Zoro. Je dirais même un petit peu plus sur Zoro d'ailleurs. Et je comprends tout à fait le choix d'Oda de se focaliser sur ces deux persos. Comme je te l'ai dit, on est là à la fin d'une ère. Et Luffy et Zoro sont les persos qui ont vécu le plus de choses entre le début du manga et la fin de cette ère, justement. Donc c'est pas déconnant de revenir un petit peu sur eux. Parce que finalement, Nami, Usopp et Sanji, bah, ils viennent d'arriver, donc cette nouvelle ère, c'est l'occasion pour eux de tout raconter, parce qu'ils ont encore tout raconté, ces personnages, finalement. Alors que Luffy et Zoro, ils arrivent à la fin d'une étape. Donc c'est pas mal de prendre le temps de reposer les bases de ces personnages, ce qui les motive, leurs objectifs et tout ça. Ça, c'est plutôt bien vu. Oui.
D'autant plus que je rappelle que cet arc se termine au chapitre 100. 100 chapitres en termes de prépublication, c'est très long, hein, c'est quelques années. Nous là, on relit tout tome par tome, donc ça semble aller vite. Mais en réalité, il s'est passé quelques temps. Donc vraiment, encore une fois, prendre le temps au bout de 100 chapitres de reposer les bases sur les personnages qui ont vécu le plus de choses, c'est vraiment pas déconnant pour le coup. C'est même pertinent à fond en fait. Et il y a un perso qui a été un peu mis de côté pendant l'arc Arlong, c'est Zoro. Donc on va remettre à plat le personnage et ses motivations. On voit tout ça dans toute la partie où il part à la recherche de nouveaux sabres. Encore une fois, une métaphore très intéressante. Plus que des sabres, Zoro cherche à se redéfinir, après la branlée qu'il s'est mangée face à Mihawk. Il me faut de nouveaux sabres pour me reconstruire et aller de l'avant. Et qu'est-ce qu'il trouve comme sabre ? Il repart avec un sabre maudit et un sabre d'une grande noblesse. Et pour moi, à ce moment-là, il ne s'agit pas que de simplement lui filer des sabres trop stylés. Non, bien sûr, ça va plus loin que ça. Oui. Le sabre noble symbolise la noblesse de sa quête, de son objectif, de la voie qu'il a choisie. Mais le sabre maudit nous rappelle aussi que la voie qu'il a choisie est aussi dangereuse, sombre, pleine de dangers, et qu'il risque aussi de tout perdre. Très malin si c'est vraiment ça. Et Zoro accepte tout ça sans hésiter un seul instant. On le voit notamment lorsqu'il teste le sabre maudit en risquant de perdre un bras. Il est déterminé, prêt à tout donner et à tout perdre pour atteindre son objectif. Mais il refuse de vendre le sabre de sa copine morte, et en plus il croise Tashigi, qui est semble-t-il son sosie. Bon, autant le cliché du nouveau perso qui ressemble au pote ou l'amante défunt d'un autre perso, je le trouve trop utilisé et un peu relou, et surtout un peu fastoche. Autant là, je pense y voir une symbolique que je trouve intéressante. Tashigi et le sabre de sa pote décédée qui trimballe avec lui, c'est un petit peu un fardeau pour Zoro, je le vois un peu comme ça, c'est un fardeau qui traîne sur ses épaules, c'est-à-dire qu'il a toujours pas fait le deuil de sa pote qui est décédée, et le fait de revoir Tashigi, bah ça ravive ça, c'est-à-dire que le gars, oh merde, je suis toujours pas en paix avec ça, et peut-être que ce fardeau, c'est le truc qui empêcherait Zoro d'évoluer, d'aller plus loin, d'atteindre son objectif. Et je dis bien peut-être que c'est ça. Et encore une fois, si c'est ça, ça serait super intéressant. Oui. Quant à Luffy, on est un peu dans le même délire. On profite de cet arc pour redéfinir ou plutôt réaffirmer ses objectifs. Et son but n'a pas changé, il veut devenir le roi des pirates. Et encore une fois, la symbolique est importante. Il le clame pour la première fois face au monde qui a les yeux rivés sur lui. Je veux dire, maintenant, il a vraiment l'attention du monde, vu que c'est un pirate reconnu. Il clame « Je serai le futur roi des pirates », à l'endroit même où le précédent roi des pirates est mort, dans la ville où tout a commencé et tout a fini pour Roger. Luffy termine son voyage sur Ice Blue et commence celui vers Grand Line. C'est beau. Bon, j'avoue, le parallélisme est un peu facile, mais ça marche. Puis surtout pour la première fois depuis le prologue, nous avons affaire à un Luffy impuissant. Impuissant d'abord face à Alvida et Baggy qui ont clairement réussi à le piéger. D'ailleurs, le moment où Luffy accepte la mort avec le sourire sert aussi à réaffirmer la philosophie de Luffy. Il ne paraît même pas déçu d'avoir échoué. Il est serein et heureux parce qu'il aura mené sa vie comme il l'entendait. Et ça, c'est beau encore une fois. Et il se retrouve aussi impuissant face à Smoker, avant de se faire sauver par Dragon. Il se retrouve doublement dans la merde alors qu'il n'est même pas encore entré sur Grand Line. On nous montre directement que maintenant que c'est un vrai pirate, les enjeux et les obstacles ont monté de 10 niveaux minimum, et qu'il va falloir qu'il muscle son jeu pour en venir à bout. Bref, en conclusion, je pourrais simplement me contenter de dire que cet arc de Lockdown était très sympa, c'était l'occasion de découvrir un peu plus sur l'univers, mais en même temps je dis ça à chaque arc finalement, donc c'était assez intéressant, et l'arc est certes petit de par les événements, mais assez dense de par ce qu'il nous raconte et ce qu'il nous donne comme information sur l'univers de One Piece. Donc l'arc de Lockdown, encore une fois, ça m'a bien saucé. On sent vraiment qu'on est à la fin d'une ère et c'est en train de faire monter la sauce pour t'annoncer ce qui va se passer, ce que va être One Piece à partir de maintenant. Et ça, franchement, ça donne envie. Donc j'ai très hâte de découvrir ça avec vous, bien sûr, dans les épisodes de One Pieceology. Comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire, de lâcher un like, de t'abonner, de partager à tous tes amis, hein, si t'en as, parce que bon, je te connais pas dans la vie, peut-être que t'as un trou de balle, j'en sais rien, c'est gratuit, je rajoute ça comme ça, et que la passion te guide. A plus. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes?
Ouais. Ouais.